Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. Aujourd'hui, du coup, avec mes acolytes, on va faire une petite rétrospective, un petit podcast où on va parler un peu plus aux coachs peut-être qu'aux athlètes, même si pour les athlètes, il y aura forcément des trucs à en retirer. On va un petit peu discuter avec notre petite ou grande expérience de coaching pour certains, ce qu'on a pu faire comme erreur, ce qu'on aurait aimé savoir, et puis un petit peu les a priori qu'on avait sur le taf de coach versus ce que ça implique réellement. Du coup, on va peut-être démarrer par les erreurs qu'on a pu faire quand on a démarré. En tout cas, ce qu'on considère aujourd'hui comme des erreurs. Est-ce que les gars, vous avez un truc qui vous vient directement Moi, c'est le fait d'essayer de absolument faire en sorte que mon athlète voit sa progression. Tu vois. Être en mode, vas-y, il faut absolument qu'il finisse chaque bloc avec un PR. Il faut absolument que j'ai des PTSD, j'ai pas envie qu'ils partent, donc vas-y, je le fais PR à chaque bloc. Tu vois. Alors que foncièrement, en fait, à part biaiser sa progression et faire en sorte qu'en fait sa stagnation arrive de plus en plus vite, ça sert pas à grand chose. Voilà. T'as entendu ce que j'ai dit, Nathan? Ouais, j'ai entendu ce que tu as dit, bien sûr. Okay. Toi, Evan, t'as eu ce truc un peu aussi ou pas? De vouloir faire progresser mes athlètes, trop vouloir leur montrer qu'ils progressent. Ouais, carrément. Mais, après, c'est important dans un sens, tu vois, mais c'est d'essayer absolument de forcer le truc, tu vois, parce que c'est le but qui progresse, mais être absolument tout le temps en mode, je veux absolument que le bloc se finisse par un truc qui soit sympa pour lui, pour pas qu'il se dise, vas-y, pourquoi je suis pas PR, tu vois. Ouais, non, j'ai eu ce truc aussi. Après, foncièrement, on voit vite que ça marche pas, tu vois. En tout cas, sur un long terme, ça marche pas. Donc, je pense que je me suis vite rendu compte de ça. Ouais, c'était surtout ça, tu sais, toujours devoir pousser le bloc pour que le mec kiffe, entre guillemets, un peu plus ce qu'il fait et qu'il soit pas un peu dans l'ennui. Le basique, finir par un RP9 à chaque bloc. Ouais, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que le gars ait à la fois la satisfaction de se voir progresser quand même, parce qu'au départ d'un coaching, mine de rien, la confiance est là, mais pas non plus à son paroxysme. Donc, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est toujours commencer les 3 premiers mois par j'ai mon plan et j'essaie toujours d'aller chercher un mock meet ou un test le plus rapidement possible pour construire vraiment la confiance de mon athlète. Tout dépend bien sûr des échéances que je vais avoir derrière qui arrivent, justement pour pas en fait le niquer juste parce que j'ai envie de lui montrer qu'il progresse. Mais j'ai toujours tendance à me dire, ok, dans les 3-4 mois qui suivent, j'aimerais bien qu'on fasse un test pour voir est-ce que la stratégie qu'on a mis en place a fonctionné, et juste dans l'ensemble, en fait, le mettre en confiance aussi en mode regarde ce que je fais, ça te fait progresser, même si il le verra déjà probablement bien avant ça. Au moins, ça build bien la confiance avec mon athlète, et je peux me permettre après des fois par la suite de me dire ok, on peut prendre 6 mois pour build complètement. Tu vois. C'est-à-dire me dire ok, peut-être qu'on va faire des tests sur un mouvement, 2 mouvements, mais pas être toujours en mode faut que je fasse un mock meet tous les 3 mois. Voilà. Ok. Moi, j'ai tendance surtout à expliquer grandement ce que je fais, tu vois. Genre, je vais pas envoyer un bloc et juste envoyer un bloc, tu vois. Je vais lui expliquer limite la trame et ce que j'ai plus tard, tu vois. Genre, typiquement, moi, j'ai mon fichier coach avec toute la planif de mon macrocycle. Il est dans la prod, tu vois. Donc, des fois, il y en a qui vont me check, qui me posent des questions. Et auquel cas, là, je vais leur expliquer, tu vois, ce que je vois sur le long terme, pourquoi il fait ça et ce qu'on gagnera, tu vois, sur le long terme. Donc, ça, je pense déjà que ça leur permet de juste se dire, ok, je fais ça, c'est pas forcément plaisant, mais c'est pour récupérer ça plus tard. Et en vrai, ça s'entretient tout le temps, tu vois, lors de mes retours, j'hésite pas à rappeler, ouais, tu fais ça pour ça, ça va nous amener ça. Donc, et puis, ouais, dis-moi. Ouais. J'allais dire, et puis dans tous les cas, quand ton athlète voit que tu sais ce dont tu parles, tu vois, encore une fois, sans revenir sur le post qu'a fait Nathan la dernière fois, en essayant absolument de toujours prouver, j'ai des connaissances. Avoir des connaissances, c'est bien, savoir les appliquer, c'est différent. C'est juste en fait que l'athlète comprenne un petit peu la dynamique du bloc, et que quand il va voir que ce que tu as expliqué il y a un mois avant, en fait, ça se réplique exactement de la manière dont tu l'as annoncé, parce que tu sais ce que tu fais, tu sais comment tu programmes, et tu sais que ta périodisation est solide. Foncièrement, derrière, tu te retrouves avec quelque chose qui fonctionne. Et puis au-delà de ça, avec Nathan, je sais pas si tu le fais aussi d'ailleurs, mais je pense que oui, c'est qu'on envoie toujours le bloc avec ou une vidéo une vidéo de check-in en gros pour nos athlètes, ou un long vocal qui dure entre 15 et 30 minutes où on explique l'entièreté du bloc, qu'est-ce qu'on vise du coup sur les prochains
sur les prochains mois. On fait ça surtout sur le début de coaching, donc sur le premier bloc. Et après, généralement, dans tous les cas, moi, comme on discute plus ou moins tous les jours avec nos athlètes, moi, j'ai tendance à, dès qu'il y a un truc qui va pas comme je le souhaitais, j'en discute directement en fait avec lui. Donc ça m'évite de le laisser dans le flou en fait pendant un bloc, et juste à la fin du bloc, tu lui dis ok, on va faire ça. Bah moi, il est déjà au courant en fait au fur et à mesure que ça évolue, toujours de qu'est-ce qui va se passer par la suite. Ouais, moi, je le fais aussi, mais plus en début de cycle, parce qu'en fait, moi, j'aurai une trame qui va être la même, ou plus ou moins la même, avec quelques ajustements, tu vois. Et quand il y a des ajustements, je vais envoyer un vocal, une vidéo, où je vais dire, OK, j'ai changé ça, parce que pour ces raisons-là, tu vois. Mais sinon, vu que, comme tu as dit, on discute tout le temps avec eux, donc en soi, tu n'as pas besoin d'une vidéo de 15 minutes quand tu as discuté tous les jours avec la personne, tu vois. C'est surtout sur un début en fait, de coaching, ou sur un post-con. C'est ça. Mais ouais, ça c'est un truc, vraiment essayer de toujours tester. Et moi, je l'ai vu au début, quand j'avais tendance à vouloir trop pousser tous les blocs tout le temps, et toujours vouloir terminer avec une haute intensité. En fait, ça fonctionne bien sur le départ, sur les peut-être les 6 premiers mois avec un athlète débutant. Puis tu te rends compte que plus l'athlète avance et plus il arrive sur des charges qui sont importantes, le classico 200 au squat, 220, 240 au terre et 120 au bench. À partir de ce moment-là, en fait, comme ça commence à devenir des charges qui deviennent de plus en plus taxantes, en fait, ça fonctionne pas. Alors que tu te rends compte qu'au final, avoir des blocs qui sont vraiment beaucoup plus chill, beaucoup plus axés, ok, le but c'est de construire sans forcément se la buter, limite à finir un bloc RPE 6-8, tu vois, grand max. Ça fonctionne très bien, et sur le long terme, c'est ce qui fonctionne. Plus tu deviens bon, plus ta périodisation elle se fait sur un long terme, quoi. Tu peux maxer toutes les semaines, ça marche, puis après maxer tous les blocs, puis après maxer tous les macrocycles, puis même après, au bout d'un moment, tu peux même pas forcément maxer tous les. Et c'est le problème, c'est que je pense que c'est aussi un peu les coachs qui ont peur que ça ne fonctionne pas, du coup ils essaient directement de checker ce qu'ils font, sauf que je veux dire, à moins que tu fasses des changements qui soient drastiques d'un bloc à un autre, et que tu changes tout à ta programmation, c'est sûr que tu as besoin de checker un petit peu ce que tu fais. À la fois, checker, ça se fait pas juste par exposer mon athlète à une grosse intensité. Généralement, la manière dont ne serait-ce que la manière dont il va se sentir sur ses mouvements, est-ce qu'il va se sentir bien sur ses primaires, un peu moins bien sur ses secondaires, et les retours qu'il va te faire, tu sais déjà estimer directement est-ce que ma dynamique de bloc, elle fonctionne ou pas. Et après, est-ce que ça va fonctionner sur le long terme pour le faire progresser. Et généralement, si un microcycle fonctionne bien et qu'un bloc 1 fonctionne bien, l'ensemble des blocs qui suivent, généralement, ont peu de chances de foirer. Tu vois. Puis à la limite, au pire, si, je sais pas, sur tes 3 premiers blocs, tu as l'impression qu'il y a des formats qui. Parce que ça arrive, si tu vois, tu as le mec qui perd sur pas mal de formats. Et finalement, tu arrives à faire ton cycle, et genre sur single, le pair est pas non plus. Soit il n'y a pas de pair, soit c'est pas incroyable. Juste tu analyses ton truc et tu te demandes pourquoi tu as pair à plein d'endroits, mais pourquoi sur ta single tu perds pas, et juste tu mets en place un truc, tu vois. Mais le classico, ok, c'est bien, tu as poussé ton secondaire, mais tu l'as poussé trop, du coup ça a été délétère pour ton primaire, par exemple. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent expliquer le pourquoi du comment, mais après, je veux dire, si tu fais avant, tu avais un triplé à 180 pour un max à 200, mais que là, tu fais un triplé à 195 pour un max à 205. Tu sais très bien que le 205, c'est pas réellement ce que tu vaux, en fait, réellement sur un single. Et du coup, tu peux très bien, limite, en fait, garder des singles sur les 2-3 prochains blocs, un format différent, et te dire, OK, je sais très bien que dans trois blocs, ça va être exploité, je vais être plus fort. moi, à l'inverse de vous, c'est vrai que c'est une erreur qu'on peut souvent faire quand on débute dans le coaching, mais moi, le truc que je m'étais dit, c'était surtout, moi, j'avais plutôt tendance à un peu. Trop conservateur. Ouais, trop conservateur, tu vois, et vraiment bander sur la dynamique et me dire si le gars, je peux garder un format pendant des mois, tu vois, genre c'est cool. En fait, avec le temps, j'essaie de plus en plus d'un moment casser le truc et me dire le mec là, il est à son prime, qui m'empêche le bloc prochain de faire un max, tu vois. Parce que trop souvent, ça m'est arrivé aussi de juste jamais exploiter le truc. La dynamique se perd. Ouais, au bout d'un moment, tu as fait 6 mois où tu as poussé un truc, tu vois, en te disant la dynamique. Et au final, au moment d'exploiter, tu floppes parce que juste tu as passé ton pic et il n'y a plus de niveau. Enfin, il n'y a plus de. Justement, tu n'as plus de dynamique, quoi. Du coup, moi, c'était un peu l'inverse, tu vois. C'était de me dire, faut que j'arrive à casser le truc un peu plus souvent, tu vois.
Jamais eu de problématique avec ça. Normal. Hein? Normal, j'ai envie de dire. Je me ça tout le temps, c'est ça. Mais ouais, du coup, c'était plus ça. Est-ce que y a des trucs aussi que genre vous auriez aimé savoir, qu'on vous dise en démarrant le coaching, ou des trucs que vous regrettez avoir fait? Pas forcément en termes de programmation, mais peut-être même en termes d'aborder. Techniquement, vouloir toujours trop changer de tout, en fait. Tu vois, c'est genre, je démarre avec un athlète, il a fait un truc avec un autre coach, ou alors il démarre, tu vois. C'est pas parfait. Techniquement, il y a des trucs à revoir, mais vouloir tout changer, tu vois. Genre, en fait, le mec faisait du sumo, je veux le passer en tradi, ou alors il faisait du squat très serré, je veux le passer absolument en large, parce que je suis convaincu que ça fonctionne. Et juste laisser le temps. En fait, j'ai tendance à beaucoup plus laisser le temps, tu sais, 2-3 mois où j'essaie de voir si, de par ce qu'il a techniquement, à moins que ce soit réellement dangereux et que vraiment il gagne énormément à le faire directement, j'ai tendance maintenant à vraiment prendre le temps de ok, on va voir ce qu'on fait maintenant. On va voir par rapport à ta technique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'améliorer et rendre ce que tu fais déjà meilleur avant de vouloir changer, passer sur un truc de drastiquement différent et voir si déjà par rapport à via ma programmation, pardon, via mes cues, je peux pas déjà rendre ce que tu fais déjà encore meilleur. Tu changes déjà la programmation. Et du coup, si tu changes la programmation, tu changes toute la technique et tout, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, c'est pas vraiment qu'est-ce qui a fait que. Donc, déjà tester le truc, quoi. Moi, c'est surtout l'organisation. Tu sais, avoir une trame claire dans ma journée, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, surtout quand tu passes, tu sais, de genre 15 à 30 athlètes, où tu peux plus te permettre d'être juste de faire sans être forcément organisé, tu vois. Donc, ça, je pense que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé et qu'on met moins en avant, tu vois. On met souvent en avant le fait de se former, cela, mais pas forcément le fait de savoir s'organiser et j'en parle dans mon livre. Hein, j'en parle dans mon livre. Nous, on le voit avec TSM, en gros, c'est souvent un énorme problème. C'est que les gens, c'est pas qu'ils ont pas le temps ou pas envie. Ils sont là en mode ah ouais, mais en fait, j'ai pas eu le temps. Ils me disent j'ai pas eu le temps ou j'ai eu ça. Et puis tu discutes avec eux et en fait, tu te rends compte que ils avaient juste la flemme en fait. Non, en vrai, je dirais pas qu'ils ont la flemme, mais je dirais qu'ils n'ont pas la vision du temps réellement. Et tu vois, il y a 4 heures dans la journée où ils ont pas fait grand chose et où ils auraient pu juste s'investir dans leur truc, tu vois. Surtout pour des coachs débutants où c'est super important. Et ils le font pas, tu vois. Et je voulais en venir d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, mais les coachs qui disent non, mais je préfère me limiter à 15-20 athlètes pour conserver de la qualité. Voilà quoi. Je veux dire, j'en ai vu suite à la story que j'avais fait où je parlais un petit peu de l'expérience client avant de vouloir maximiser sa communication, sa communication, etc. Ouais. Alexis derrière, j'en avais discuté avec lui parce qu'il avait fait un post justement sur PowerMind en parlant de ça. Au même moment, on en a parlé d'ailleurs, et où je disais, où on disait justement cette expérience client-là, et j'ai vu pas mal de commentaires ou de gens qui disaient, qui ont partagé en disant ouais. Voilà pourquoi il faut se concentrer à avoir 10, 15, 20 athlètes maximum et pas 40, 50. Je suis en mode, mais en fait, la seule raison pour laquelle tu n'arrives pas à conserver un coaching de qualité et avoir une expérience client incroyable avec beaucoup d'athlètes, entre guillemets, c'est juste parce que tu sais pas t'organiser en fait. Après, je pense qu'il y a des gens aussi où ça peut être un peu le mec fait autre chose à côté, tu vois. Donc, ok, dans ce cas-là, du coup, il se limite à. Ouais, mais la plupart justement qui ont mis ça, c'est des gens que je connais entre guillemets. Je connais un peu ce qu'ils font. Et c'est des gens en fait qui ne vivent que du coaching, tu vois. Ou alors je vis du coaching parce que je vis chez papa-maman, tu vois. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est le cas, tu vois. Et du coup, les books sont en mode ouais, mais 10-15 athlètes, ça suffit. Je suis en mode, mais en fait, tu vas vite te rendre compte que déjà, pour vivre 10-15 athlètes, ça va pas être suffisant. À moins que tu proposes des coachings à 400 balles, tu vois. Mais juste en fait, gros manque d'organisation. Et on en a parlé d'ailleurs dans le groupe TSM et j'avais fait un repost de story là-dessus. C'est putain, mais prenez un semainier, prenez un calendrier, un agenda et notez vos journées. Putain, mais c'est un truc de. Moi, je le sais parce que j'ai vu une différence notable. C'est que avant je le faisais pas. J'ai commencé à le faire. Bizarre, des fois, je finis ma journée beaucoup plus tôt. Je peux faire d'autres choses. Et même en termes de
je vais me faire insulter par certaines personnes SO Bravo One quand je vais parler de santé mentale. Mais je veux dire, quand t'arrives, tu finis ton travail plus tôt, mais que t'as rien noté, tu te dis putain, mais j'ai rien fait. Alors que quand tu regardes ton calendrier et que t'as tout noté, tu te dis putain, mais en fait, j'ai fait tout ça, tu vois. Et rien que ça, en fait. Rien que en fait, moi, des fois, je vois mes semainiers et j'ai gardé ceux de genre 2024-2023. Et juste voir que toutes les semaines, tous les jours de toutes les semaines, il y a des trucs notés, je me dis, mais je suis le Bruce Wayne que je pense être, tu vois. Je sais pas, en fait, Batman mentality, en fait. Non, mais c'est con, mais ça joue. Et c'est le problème, c'est que du coup, je trouve que le fait de le mettre à l'écrit, que ce soit à l'écrit papier ou à l'écrit sur un agenda sur téléphone ou sur ordi, moi, ça m'oblige à le faire, tu vois. Ça te permet de le cadrer, tu vois, et au lieu de, quand tu as 30 minutes, 1 heure dans ta journée, pendant 50% de ce temps, te demander ce que tu pourrais faire, si tu as anticipé ça, en fait, c'est gagnant. Et là, même pour les athlètes, tu vois, moi, c'est un truc que je conseille, pas forcément pour les coachs. Mais tu vois, j'ai des athlètes, ils sont là en mode, tu leur demandes de faire 4 séances dans la semaine et de 1000 prep 2 fois, et ils n'ont pas le temps, tu vois. Je leur dis, mes frères, ils me disent, ouais, mais entre faire les courses, aller m'entraîner, les cours, cuisiner et tout, genre, c'est compliqué, tu vois. Je dis, mais je sais pas, t'as un agenda, t'as un truc, non. Bah ouais, frère, dans ta tête, oui, c'est le bordel, tu vois, mais en fait, si tu le poses sur papier. Ou ne serait-ce que Google Agenda, tu vois, genre, je veux dire, sur le téléphone, moi, j'aime pas parce que j'aime bien avoir mon truc papier devant moi et surligner ce que j'ai fait, etc. et noter et vraiment avoir mon truc. J'ai mon calendrier parce que sinon, je sais très bien que je le ferai pas. Ça m'aide beaucoup, tu vois. Mais juste, tu cales tous les impératifs, tout ce qui bouge pas. Je sais pas, t'es étudiant, bah, tous tes cours. Et après, Autour, tu gravites. Tu vois direct où est-ce que tu as du temps, qu'est-ce que tu peux faire, tu vois, je sais pas, pas. Enfin, moi, en plus, comme même vous, je pense, vous commencez à coacher au-delà de TSM, c'est beaucoup de coachs. Moi, c'est quelque chose que je rappelle tout le temps, tu vois. Genre, il y en a plein qui me sortent, j'ai pas eu le temps de finir ma séance parce que X truc, je devais faire ci avant, après. J'ai pas eu le temps de faire, quand ils ont une 5e séance, de faire ma réa, ma mobilité, etc. Tu vois. Mais en fait, tu te rends compte que c'est des gens un truc qui doivent leur prendre 1 heure, ça va leur prendre 2 heures et demie parce qu'ils ne sont pas cadrés et qu'ils se disent de toute façon, j'ai rien à faire après, du coup, j'ai le temps. Et au final, ça, plus ça, plus ça, plus ça, au final, ta journée, à 20 heures, tu n'as rien fait et tu as quand même été débordé pour 2 petites choses, tu vois. C'est pour ça que des fois, je me rends compte parce que des fois, surtout quand j'ai des semaines qui sont beaucoup plus. Genre quand on a beaucoup. Par exemple, sur les semaines des France, tu vois. C'est les moments où j'ai tendance à être beaucoup plus chaotique parce que tu vas partout, t'arrêtes pas. Et j'ai tendance à oublier de faire mon agenda. Et j'arrive à la fin de la journée, j'ai travaillé toute la journée et j'ai l'impression d'avoir rien fait. Tu vois. Alors que justement, quand c'est marqué sur mon calendrier, j'arrive, je sais que je commence toujours par mes tâches les plus importantes au début de journée pour qu'après, parce que je sais que c'est là où je suis le plus concentré, c'est en début de journée, tu vois, c'est-à-dire de 8h jusqu'à 14h, tu vois. Et après, plus la journée avance, plus je mets des tâches où j'ai pas besoin de réfléchir, tu vois. Ou alors où ça me demande pas réellement d'être c'est pas des tâches qui me demandent énormément d'énergie mentale, tu vois. Et si je fais pas ça, en fait, j'arrive à 15h, 16h, je suis une log déjà, tu vois, parce que je veux dire, certes, on va dire oui, tu travailles de chez toi, etc. Tu fais un peu ce que t'aimes, etc. Ouais, mais en fait, c'est pas comme l'implication mentale quand tu fais quelque chose et tu fais pas les choses à moitié ou à un quart, tu vois, comme j'ai déjà travaillé dans un bureau où j'ai déjà eu d'autres travail que coach, tu vois, tu fais les choses parce que tu dois les faire et t'es pas en mode bon attends, je joue ma vie sur mon travail, tu vois. Tu sais que la boîte elle tourne. Là, c'est à moi de faire tourner la boîte, donc il faut que je fasse en fait, il faut que tout ce que je fais, je le fais à 1 million%. Donc en fait, tu mets 10 fois plus d'énergie dans chaque action que tu fais. Donc en fait, moi je me rends compte qu'en en faisant, je travaille peut-être je travaille autant qu'avant, même plus qu'avant, mais je suis beaucoup plus fatigué mentalement tôt dans la journée que ce que j'étais avant, tu vois. Bon, après, je me complémente en fonction du coup par rapport à ça aussi. NutriPure, code Kelitsu, voilà. Mais IMO, c'est super intéressant, tu vois. C'est pour ça que le calendrier, c'est vraiment l'outil numéro 1 pour ça. Tu vois. Surtout qu'on a un peu nos propres boss où si personne ne nous force à le faire,
Bah, enfin, si on se force pas à le faire, en fait, il n'y a personne qui va le faire à notre place, tu vois. Se foutre des cadres, s'obliger à faire des trucs qu'on n'aime pas, c'est. Et en vrai, Nathan, il disait, genre, il parlait de la fatigue, et en vrai, moi, clairement, c'est un truc, quand j'ai commencé le coaching, je sous-estimais vraiment la fatigue que ça engendrait de suivre 30 plus personnes, tu vois. En fait, tu fais tellement éponge, peu importe les émotions, dans tous les cas, ça te vide parce que si le mec il performe comme un bâtard, t'es trop content, mais je veux dire, ça te vide quand même. Et si le mec ça se passe mal, tu fais éponge de zinzin, tu vois, quand le gars Éponge il avec arrive, l'URSSAF aussi. tu fais avec ça. SO la CFE qui tombe aujourd'hui. Et merci. Ah oui, d'ailleurs, j'ai eu mon mail. Ouais. Moi aussi. J'ai eu mon mail. Voilà. C'est terrible. Mais ouais, du coup, c'est un truc, en fait, c'est hyper taxant, tu vois. Des fois, quand tu termines tes retours, t'es un peu lessivé. Surtout si tout le monde chouine un peu. Il y a des jours comme ça. Vraiment, il y a des jours ou des fois où je me dis, mais j'ai vraiment l'impression d'être le pire coach de France. Tu vois, tous mes athlètes, il se passe que de la merde sur un jour. Mais tu sais, ils ont tous choisi le même jour. Ou alors c'est la semaine où c'est une catastrophe. Ouais. Alors que t'as les trois quarts qui font des trucs bien, mais tu sais, t'en as 4-5 où c'est de la merde. Et tu t'es en mode putain, mais je suis en mode merde. Et t'as des semaines où ça se passe, t'es le roi du monde, tout se passe bien. Enfin, c'est zinzin. Mais bon. Ouais. Mais oui, je veux dire, et ça, c'est un truc, surtout pour les coachs qui se développent, comme on disait, nous on le voit beaucoup avec ceux qui font TSM, c'est un gros manque d'organisation, c'est souvent des j'ai pas le temps, etc. Alors que parce que nous, au-delà de l'aspect formation, etc., on aide aussi à organiser un peu leur journée, parce qu'ils ont le temps aussi de se développer et de construire un coaching en fait qui fonctionne. Et on leur dit, ok, bah tu vas placer tu m'envoies ton calendrier, tu vois, tu m'envoies ton agenda, tu vois. Et avec eux, on dit, OK, mais là, tu as 2 heures qui traînent, là, tu as 2 heures qui traînent, là, tu as 2 heures qui traînent. Tu te rends compte qu'au final, ils ont 2 heures de libre dans la journée, où des fois, c'est même où ils ne font rien, tu vois. Ils le disent eux-mêmes, et on dit, OK, bah, pourquoi tu t'es pas juste posé là, t'as fait en fait, pour le développement de ton activité, tu t'es pas juste posé, tu t'es dit, OK, je fais un petit brainstorming où je me dis, qu'est-ce que je vais faire, par exemple, pour augmenter mon expérience client? Qu'est-ce que je vais faire pour améliorer ma communication sur les réseaux sociaux? Est-ce que je vais pas écrire un script, par exemple? Ça prend juste noter des idées de ce que je peux faire. Et au final, bah, les mecs se disent, oh putain, j'ai pas pensé. Et t'arrives, au final, ils ont noté 15 idées. OK, t'as gagné du temps, tu vois. Mais ça marche pour tout. Ça marche pour tout, même pour les athlètes, tu vois. Au final, tu te rends compte que. Enfin, moi, c'est un peu le truc auquel sur lequel je me rends compte dernièrement, c'est que finalement, mes athlètes qui font le plus de trucs, qui sont les plus investis, c'est aussi les plus organisés, tu vois. En fait, c'est pas qu'il y en a qui sont ultra investis par rapport à d'autres, c'est juste que ils sont tellement bien organisés, tellement mieux organisés que ils sont tellement plus productifs, ils peuvent en faire Au-delà de ça, plus, tu vois. plus l'athlète est débordé de base, plus l'athlète il arrive En fait, j'ai l'impression que plus le mec n'a pas le temps, plus il arrive à tout faire, et plus le mec a le temps, moins il en fait. Tu vois. Et plus ils me disent, j'ai pas eu le temps. Alors que je suis en mode, mais des fois, je me dis, putain, mais pourquoi t'as pas eu le temps alors que j'en ai, ils font chacun a son contexte, etc. Je ne nie pas la chose, tu vois. Mais je pose la question, je dis, mais parce que je discute un peu, je connais un peu leur emploi du temps, quelle heure ils finissent, etc., etc. Je dis, mais là, tu fais ça, t'as fait ça, etc. Pourquoi t'as pas eu le temps de le faire, tu vois? Et je dis, s'il m'explique pourquoi, ok, tu vois. Je suis pas à son daron, tu vois, même s'il le fait pas, je m'en fiche foncièrement, tu vois. Juste que derrière, tu as bien impacté sa dynamique et bah, le mec peut pas se plaindre si ça va pas comme il faut, tu vois. Mais je suis en mode, mais je comprends pas des fois pourquoi des mecs qui sont débordés de base, ils dorment 7 heures par nuit et les 17 heures restantes, c'est à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, il se passe, tout est fait et parfaitement. Et d'autres où ils ont le temps de zinzin et il se passe rien, quoi. Rien. Du tout. Moi, je pense que c'est juste une question d'organisation, en vrai. Oui, Après, bah oui. différence, je pense aussi dans la manière d'aborder les choses, tu vois, mais je pense vraiment que la seule différence, c'est entre ceux qui ont la vision un peu Long terme. macro de la chose, qui s'organisent bien, et ceux qui font tout au feeling. Ils ont tout dans la tête, mais au final, rien n'est posé vraiment à plat, tu vois. Moi, je me disais ça aussi avant, Il mais n'y a pas de trame, tu vois. j'ai vu Nathan avec un agenda un jour, j'ai acheté un agenda et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas organisé alors que je pensais l'être. Voilà. Enfin,
Ouais, moi aussi, hein. Vraiment, j'avais mes heures préférentielles pour faire des retours, donc matin, soir. Mais au final, je me rendais compte que, en fait, vu que, enfin, moi, c'était mon plus gros problème, j'étais pas organisé, j'avais pas d'agenda, donc rien n'était écrit. Donc au final, mes retours, en fait, duraient soit 1, soit 3 heures, tu vois. Ouais. Alors qu'au final, juste les étaler 3 fois sur la journée, genre, je sais que Nathan le fait aussi, tu vois. C'est justement ça, être bien organisé, tu vois. C'est étaler Moi, son je sais retour, que chaque fois que tu vois, j'ai pas le temps. Si je faisais mes retours à la maison et que je marchais à côté, j'aurais pas le temps de marcher, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? Ouais. Moi, je marche de 8h à 9h, de 13h30 à 14h et de 21h à 22h. Mhm. Sur tous mes créneaux où je marche, je fais des retours. Ce qui fait que j'ai pas de retour à faire hors ça. Ça fait déjà 3 heures de retour par jour, tu vois. Donc, mes 35 athlètes, mes 35-40 athlètes, ils sont gérés. Et derrière, tout va bien, tu vois. Genre, tout est fait. Et des retours que j'ai besoin de faire un peu plus poussés, style, j'ai besoin de me filmer pour envoyer un Q, ou j'ai besoin d'aller à la salle pour envoyer un Q, de faire un truc, bah, je le fais sur des moments où je dois faire autre chose. Et c'est noté dans mon agenda, tu vois. Bon, c'est généralement, quand je dois filmer une vidéo, j'ai tendance à oublier, donc je le note, mais parce que si je le note pas, en fait, ça sort de ma tête. Un autre truc auquel je pensais, tu vois, parce que c'est aussi quelque chose qui revient un peu avec une discussion qu'on peut avoir avec nos athlètes qui coachent ou les coachs qu'on suit dans le TSM, c'est le truc quand tu commences le coaching, c'est de voir l'athlète comme ta chance à toi et Ouais. de ne pas se placer comme la chance de l'athlète, tu vois. Mhm. Et bon, forcément, tu vois, quand tu démarres et que tu vis pas encore de ton activité, bah, tu as nécessairement besoin du mec, tu vois, mais un truc que j'aime bien leur répéter, c'est eux qui ont besoin de toi, tu vois, c'est toi qui vends un service pour les aider, tu vois. Arrête de te placer comme si tu étais en dèche, en fait, et que tu avais absolument besoin d'eux pour, ce qui est un peu le cas, tu vois, mais dans Moi, la je pense. dynamique, tu vois, de te placer comme j'ai besoin d'eux, en fait, tu te places en infériorité et qu'est-ce que tu veux prescrire derrière et avoir une certaine autorité sur le gars, tu Moi, je pense qu'il y a beaucoup de, tu sais, quand tu débutes, tu as 1, 2, voire pas de personnes. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué de se sentir légitime. En tout cas, moi, c'était dans mon cas, tu vois. J'avais 2, 3 personnes. Je commençais à me former, à avoir le peu d'expérience possible, du coup, sur ces 3 personnes. Du coup, tu te sens pas le plus légitime. En tout cas, moi, c'est le jour et la nuit, tu vois. Alors là, clairement, en termes de légitimité, je me sens à ma place. Mais je sais qu'il y a 3 ans, quand j'ai commencé, vois. c'était beaucoup plus compliqué, tu vois, de dire, je sais ce que je fais, je sais à 100% ce que je fais. Et je suis en train d'apprendre en même temps que je te coach, tu vois. Ouais, Enfin, mais Être capable de remettre en question aussi ce que disent d'autres coachs, tu vois. Parce que moi, Mhm. quelque chose, pardon, que j'avais tendance aussi, j'avais un gros syndrome un petit peu d'imposteur, tu vois. dès que tu vois un mec qui pense différemment de toi, t'es Ouais, là, j'étais il en a mode, un mais de la merde, tu vois. Alors que maintenant, je suis en mode, mais, enfin, à partir du moment où tu comprends les principes de l'entraînement, tu vois, et que t'as de l'XP, je veux dire, à 3, on a coaché quasi 300 athlètes, tu vois. On a fait progresser ces 300 athlètes-là, tu vois. Je veux dire, ça veut dire que ce que je fais, ça fonctionne. Il y a beaucoup de coachs, même énormément de coachs qui ne fonctionnent pas de la même manière qu'on le fait nous. J'ai récupéré un athlète, par exemple, hier justement, et j'en discutais avec lui. J'en appelle pour son début de coaching. Et il me dit, on discutait un petit peu, tu vois, le classico, le hors-saison. Je lui dis, ben, moi, j'ai vraiment pas tendance à faire des hors-saison. J'ai vu que ton coach, avant, il les faisait, etc. On en a discuté. Moi, voilà, je n'ai pas cette vision-là. Je pense pas que ce soit réellement un truc intéressant. Pour telle raison, j'explique mon point de vue. Il me dit, OK, écoute, j'ai hâte de tester ça, tu vois. Et enfin, je veux dire, le mec n'est pas, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, j'en discute avec lui. S'il n'est pas d'accord avec moi, il ne faut pas changer d'avis, écoute, triste ta vie, tu vois, je vais m'en remettre. Ça fait progresser mes athlètes, ça s'arrête là. Ouais. Pas besoin de chercher l'approbation de tout le monde. Il y a plein de gens avec qui je ne suis pas d'accord en termes de vision de coaching, ça ne m'empêche pas de respecter ces personnes-là et de penser que ce sont aussi de bons coachs. Tu vois. Après, comme dit, tu vois, le plus important, c'est pas tant la méthode que tu utilises, c'est surtout de comprendre, tu vois. Mm. Et c'est plus le problème, c'est pas tant de faire différemment des autres, c'est de faire. Je trouve que le pire, c'est pas de faire différemment de quelqu'un, c'est de faire comme quelqu'un, mais sans Ouais. comprendre pourquoi il le fait, tu vois. Du coup, on en vient un peu ce que. On en vient à ma question, on en vient à mon sujet que je voulais traiter. Fils spirituels, les coachs spirituels, enfin les coachs qui se sont fait coacher par quelqu'un et qui coachent exactement de la même manière que ces coachs-là. Donc, pourquoi je pense que c'est un problème? Enfin, c'est un problème sans en être un. Chacun fait comme il souhaite. Mais
c'est un truc que je voulais aussi aborder dans un post potentiellement prochainement sur TSM justement. C'est en fait, ces mecs-là n'ont aucune identité propre à eux-mêmes, tu vois. Et je trouve ça tellement dommage parce que la plupart du temps, en fait, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Deuxièmement, ils appliquent à leurs athlètes ce que leur coach a envie de leur mettre actuellement. Trop bizarre, leur coach a mis, j'en sais rien, un déficit élastique dans leur prog. Tous leurs athlètes maintenant ont un déficit élastique dans leur prog, tu vois. Trop bizarre, tu vois. Et je trouve ça tel. Pourquoi tu te et je trouve, en fait, c'est un truc que je comprends pas, tu vois. Et je me dis, mais j'ai envie de coacher. Je me demande pourquoi ces coachs-là ne font pas la démarche d'aller justement, même si potentiellement ça fonctionne avec ton coach, d'aller se former sur quelque chose de différent ou d'aller voir un autre coach justement pour, ça développe ta compréhension un petit peu de l'entraînement et deux, juste, ça développe aussi ta vision et tu peux te dire derrière, ok, je suis pas juste un copier-coller ténu de mon coach, tu vois. Et ça ressort beaucoup trop souvent, c'est la version AliExpress du coach, tu vois. Après, en fait, dans un sens, tu vois, c'est assez naturel aussi de se. Tu vois, tu peux pas dire à la fois une des meilleures façons de coacher, c'est de se faire coacher soi-même et après de dire, genre, c'est un problème de coacher comme son coach, tu vois, parce que tu vois, foncièrement, si tu te formes auprès de quelqu'un, si tu te fais mentorer un peu dans un sens, bah, ça va vachement ressembler, tu vois. Je suis d'accord. Mais le problème, en fait, c'est il y a se former chez quelqu'un et du coup en prendre des thématiques, des directives et les grandes lignes et les comprendre. Réitérer comprendre du coup le principe même de l'entraînement et en fait réitérer exactement la même chose, tu vois. Oui, que ce soit au niveau des renfos, des formats, d'une trame voilà, ou d'une trame d'un bloc, tu vois. Je me dis en fait Oh là là. Non, mais en vrai, c'est pas la problématique de coacher comme ton coach parce que je veux dire, sinon, tous les mecs qui ont été coachés par Mike Tuchscherer et qui ont commencé à faire des emerging strategies, c'est tous des fraudes. Bah, pas forcément, tu vois. C'est juste le truc d'avoir, en fait, de comprendre et d'avoir sa capacité de réflexion. Une méthode est bonne, tu vois, il n'y a pas de mauvaise méthode, tu peux l'utiliser. En fait, la problématique, c'est quand tu coaches, enfin, tu fais ça parce que ton coach a fait ça, tu vois, et pas parce que tu considères que c'est mieux que le reste, tu vois. Et que c'est une manière plus simple de l'atteindre. Est-ce que tu vois aussi, c'est pas un truc que tu dis parce que tu as expérimenté toi-même plein de visions de coaching différentes et que aujourd'hui tu en as fait ta méta, tu vois, parce que moi je me souviens que il y a plein de trucs aujourd'hui que je fais moi-même en tant que coach parce que j'ai pu faire parce que j'ai pu l'expérimenter en tant qu'athlète avec d'autres coachs. Mais quand j'étais, par exemple, je reprends souvent cet exemple, quand j'étais chez Romain, bah, j'avais tendance à coacher comme Romain et il y a des trucs que je fais aujourd'hui que j'aurais jamais fait. Je me serais dit, mais. Et justement, est-ce que là actuellement tu te trouves pas être un meilleur coach parce que tu as eu plusieurs coachs? Tout à fait. Je pense que je suis 1000 fois plus compétent, mais parce que je l'ai expérimenté, tu vois. Je pense que c'est dur quand tu sors pas de ton carcan de réaliser le truc, tu vois. Et c'est justement pour ça que je dis ça, c'est que bon, bien sûr, c'est sûr que si tu as un coach, t'es coach, ça fonctionne bien en tant qu'athlète, ça ne veut pas dire que tu dois changer de coach. Mais ça veut dire que, en fait, si tu es déjà coaché par quelqu'un et que tu vas te faire former par la même personne ou que tu veux te développer, tu veux voir, ou alors que tu as été coaché, mais par le coach de l'athlète de ton coach, pas si ça fait sens par le mec qui a été coaché par là. Et tu sais, ta réflexion, c'est je veux changer de coach, mais vas-y, je passe juste sur la version update, sur la meilleure version de ce coach-là, tu vois. Style, un de nos athlètes est coach, il y a un de ses athlètes qui va vouloir passer de lui à nous. Bah, let's go, tu vois, je vais pas m'en plaindre. Mais à la fois, je serai en mode, bah, si ce mec est coach là, est un coach et qu'il a envie de se développer, je vais pas lui dire, bah, oui, potentiellement, on maîtrisera mieux ce truc-là parce que bah, on a coaché ton coach, donc dans un sens, il a notre vision et qu'il l'a développé, tu vois. Mais je serais plus en mode, bah, va explorer d'autres manières de faire, tu vois. Ne va pas te cantonner à et ça je parle purement pour la vision d'un coach, hein, pas forcément d'un athlète, mais va explorer d'autres choses, tu vois. Après, je pense que tout est une question un peu de vision et
de ce qu'on s'impose, tu vois. Parce que moi, tu vois, j'ai eu 2 coachs. Ça fait 2 ans et demi que je suis avec la même personne. Pour autant, ça m'a pas empêché, en fait, de coacher de plein de manières différentes parce Oui, que je ne suis pas enfermé dans un C'était truc. pas con. en termes de formation, tu as fait RTS, mais tu as fait aussi J'ai fait DSG. 2 trucs opposés, tu vois, ouais. T'as quand même Ouais. Mais parce que t'as cherché justement à te développer et pas à juste être en mode ok, bah mon coach a fait ça, je vais faire la même chose. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est surtout ça le problème, tu vois. C'est que, encore, tu peux t'inspirer, reprendre des formats, mais tant que tu cherches à les comprendre, parce que le problème, c'est le vrai problème, c'est ça, tu vois. C'est juste de copier, que ce soit des moves prep, des exos, des formats, une trame de bloc, et au final, de pas savoir pourquoi Ouais. tu le fais, tu vois. Du coup, derrière, comment tu viens chercher à prendre de la data? Ok, mon athlète, il a réagi comme ça, mais Foncièrement, de toute manière, entre guillemets, j'ai envie de te dire, dans un sport comme la FA, de toute façon, toutes les profs se ressemblent, entre guillemets. Mhm. Enfin, je veux dire, on fait 3 mouvements, personne programme rarement au-dessus de 8 reps, donc forcément, les prog, à un moment, elles tournent. Ouais. Je veux dire, on fait à peu près tous la même chose Mm. dans le spectre qu'on peut avoir, mais je veux dire, on fait tous du code du Benjudadif, tu vois. Foncièrement, c'est pourquoi tu as cette incrémentation, tu vois. Enfin, c'est souvent ce que Nathan dit, c'est pas compliqué de programmer un bloc qui est cohérent. Ce qui est compliqué, c'est de. Enfin, c'est Une compliqué. trame de bloc. Oui, voilà, c'est plutôt. L'enjeu, c'est plutôt ta trame, tu vois, et ton enchaînement. C'est analyser ce qui s'est passé et savoir en déduire quelles sont les adaptations qu'il y a à faire. Tu vois. Et ça, c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué parce que c'est justement ça aussi qui est intéressant, c'est d'arriver en tant que coach à enlever toutes les. T'as un chemin, ce chemin il fonctionne plus, t'as une infinité de routes différentes. Quelles sont les routes que tu vas bloquer parce qu'elles sont pas intéressantes? Il va te rester 3-4 routes empruntées, tu vois. Pas Laquelle va intéressant, juste que tu maîtrises pas, tu vois. que tu maîtrises pas ou que par rapport à la problématique de l'athlète ne convient pas. Tu vois. Ouais. Il va te rester 3-4 routes intéressantes que tu maîtrises et que tu peux utiliser. Laquelle tu vas choisir, laquelle va avoir le plus de rendement et laquelle va permettre la progression la plus rapide. Tu vois. C'est ça qu'on va chercher derrière. En plus, pour toi, c'est compliqué parce que tu maîtrises tellement de tout que tu as toutes les voies. Quoi. Je vais te niquer, en fait. J'ai enculé Nathan. En fait, il faut être véhément dans ce podcast. En fait, ça, c'est parce que ça fait 3 mois que je suis pas monté en Alsace. Il n'a pas pris assez de balayettes, en fait. On va te 2v1, tu vas voir. Oh bah, je suis pas sûr qu'on gagne. Okay. Je vais venir à la gare du Nord avec mes 120 kilos. Je t'attends à Colmar. Je t'attends à Colmar. Voilà. Est-ce que vous avez pensé encore à des trucs genre que vous feriez différemment ou... Des trucs que je fais. Nathan, toi, tu penses à des trucs que tu ferais différemment? Moi, j'en ai plein. Bah, vas-y. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait. Moi, c'est un truc, c'était par rapport au taper. En plus, c'est vraiment une discussion qui revient tellement souvent. Moi, l'erreur que je faisais tout le temps, c'était taper des athlètes, alors que dans ma façon de programmer, les mecs terminaient des fois des prépas, même pas RP8, tu vois. Et derrière, je leur faisais un taper, les gars arrivaient. Une semaine après, ils avaient le monde sur le dos. J'étais en mode bizarre, peut-être mon taper a raté, tu vois. Mais juste parce que du coup, tu voyais autour de toi, genre picking, les gars, forcément un taper derrière, quelque chose d'agressif. Ouais, parce que j'avais appris, parce que j'avais fait des séminaires, des formations, tout par le taper, donc j'avais envie de tester des stratégies de taper, tu vois. En fait, ça, c'est un truc qu'on parle aussi pas mal dans la formation. Bon, on y revient parce qu'on aborde un peu tout ça aussi, mais et j'en ai parlé justement un peu avec les athlètes que j'ai récupérés ce mois-ci parce qu'ils avaient pas mal de questions. Et tu as l'impression que quand tu parles de picking ou de taper, tu parles d'un truc mystique en fait. tu parles du Graal, tu vois. Tu parles d'un truc mystique qui va te faire gagner de 50 kilos sur ton total, tu vois. Alors que foncièrement, ta prog ne va rien changer et ta stratégie de taper peut varier en fonction de comment ton picking va se terminer. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu finis ton picking RPE10, tu as la mort ou tu as un fail, il peut se passer certaines choses. Tu vas le finir RPE8, il va se passer autre chose. Tu vas le finir RPE6, il va se passer autre chose. Tu vas voir ton secondaire en fin de semaine, ton primaire en début de semaine, ou inversement, il va se passer 2 choses différentes. Ta comp va être le samedi, le vendredi, le dimanche, le lundi, le mardi, j'en sais rien. Il va se passer encore des choses différentes. Ton profil va encore engager des choses différentes.
Donc, avoir des stratégies de taper établies et voir selon à quoi va répondre l'athlète, c'est-à-dire, quand je parle de à quoi va répondre l'athlète, ça veut dire est-ce qu'il a besoin d'être désentraîné, est-ce qu'il a besoin d'être fatigué, est-ce qu'il a besoin d'avoir des repères techniques ou pas. C'est honnêtement les 4 points que je pense les plus importants sur est-ce qu'un taper va fonctionner ou pas. Et derrière, encore une fois, ça dépend de la manière dont tu programmes, mais si tu programmes en RPE majoritairement, ta stratégie de taper, elle va pouvoir être établie et réutilisée d'un picking à l'autre parce que tu dis à ton athlète finir P9 avec une intensité donnée. Dans tous les cas, c'est ça qui va venir gérer plus ou moins la manière dont tu vas taper. Par contre, si tu ne programmes pas comme ça, tu peux établir des stratégies de taper et avoir une idée de comment tu vas le faire. Par contre, ça va énormément dépendre de comment tu vas finir. Ouais, les athlètes, des fois, ils finissent leur picking avec PR plus 5, RPE 7. Je leur dis, ok, on va pas faire de taper, je vais juste rajouter encore plus de poids sur le jour secondaire. Et en fait, tu vas juste continuer ta comp comme si il n'y avait pas eu de taper, en fait, tout simplement. Parce que, en fait, il se passerait des singes. En fait, tu flops si tu fais pas ça, en fait. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire C'est un truc sur lequel tu parlais sans moi. Genre, tu t'en chiais de faire un picking, faire un taper. Genre, c'est des trucs qui te mettaient, t'as l'impression d'avoir la feuille vierge, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas forcément la feuille vierge, mais tu sais, au début, j'avais surtout l'impression de me dire, ok, donc là, si je. En fait, c'est genre la compétition se joue ici, tu vois. Je joue sur mes 4 semaines là et ma semaine de taper, tu vois. Alors qu'en vrai, quand tu regardes, c'est toute la dynamique qu'il y a eu sur les 3, 4, 5 derniers mois précédents, tu vois. Et que juste en vrai, ton taper, c'est juste l'exploitation de ce que tu as construit des mois avant, tu vois. Et moi, le problème que j'avais, c'est que j'avais tendance à tout changer. Genre, picking, c'est ok, je vais foutre des singles. Il faut que le mec ait une grosse intensité, qu'on mette. Genre 30% de volume en moins, et qu'au final, juste, j'ai enlevé quelque chose qui marchait super bien pour quelque chose d'inconnu, tu vois. Genre, le mec était sur des rep range plus hautes avec une intensité moyenne et ça fonctionnait très bien, le mec progressait. Et d'un coup, je le passe sur un volume de moins 30% et trop bizarre, ça marchait plus, tu vois. Ouais. Donc, moi, c'était sur ça le problème, c'est qu'au début, j'avais tendance à toujours tout changer dès que j'arrivais sur un picking, tu vois. Tout changer sur un picking et. El classico. Ouais, voilà, tu vois. Et quand juste je me suis rendu compte que en fait, genre toute l'année je fais quelque chose qui marche, pourquoi je le changerais à un mois de la compétition, tu vois. Et j'ai eu la même réflexion justement, j'en reparle avec l'athlète que j'ai récupéré là, en parlant de hors saison, je lui dis mais en fait si ce que tu fais en prépa fonctionne, pourquoi en fait tu gardes pas juste ce que tu fais en prépa toute l'année, juste en modulant l'intensité et le volume d'entraînement, tu vois. Et à chaque fois que je pose ça comme question à un mec qui a tendance, en tout cas quelqu'un qui ne maîtrise pas le truc de faire hors saison, etc., très périodisé, ce qui fonctionne, hein, parce qu'il y a plein d'athlètes qui fonctionnent comme ça, et les mecs savent pas m'expliquer, tu vois. Je dis, mais ça veut dire que tu le maîtrises pas, pourquoi tu ne sais pas en fait expliquer quelque chose comme ça? Alors, si quelque chose fonctionne en prépa, pourquoi tu fais pas ça? Tu as toujours tendance ou inversement, ton hors-saison est toujours zinzin, c'est-à-dire que tu surperformes en hors-saison, tu arrives en prépa, tu changes, tu sous-performes. Pourquoi tu gardes pas juste ce que tu fais en hors-saison et tu le fais en on-season, mais miraculeusement, les gens vont te dire, ouais, mais je fais du 8 reps, ça fonctionne pas. Ben, ta PR, qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? C'est un débat que j'avais eu l'autre soir pendant un webinaire et c'était le truc un peu de se dire si tu spams un peu ton blog qui fonctionne, au bout d'un moment, parce que je me souviens plus qui avait fait un réel comme ça, mais en gros, c'était l'idée, c'était un extrait de podcast. Genre, si tu as un format qui fonctionne et que tu le spams, au bout d'un moment, il va plus fonctionner, tu vois. Et que du coup, en gros, il fallait anticiper ce truc-là en changeant un petit peu pour éviter qu'à un moment, ton truc s'épuise, tu vois. Et moi, peut-être je suis bête, hein. J'ai jamais trop compris le truc parce que je me dis, si tu as un truc qui fonctionne, qu'en prévision du moment où ça va plus fonctionner, tu changes quelque chose, tu prends quand même le risque en changeant de tomber sur ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc, au final, tu vas te retrouver dans la situation que tu voulais éviter, mais plus tôt, tu vois. Peut-être je suis trop bête, tu vois. Mais... Après, je trouve que c'est un peu la réflexion de se dire, il y a des trucs mystiques un peu, encore une fois, dans la programmation, tu vois. En mode, ce format ne va plus marcher, mais à ce moment-là, en fait, la gestion de l'intensité, du volume d'entraînement et de toutes les variables, ça n'existe plus. C'est juste, il faut absolument changer. Il y a un truc mystique, il faut que tu changes. Non, en fait, juste
pourquoi ton athlète n'y répond plus? Déjà, répondre à un format, je suis pas trop fan du terme, tu vois, parce que c'est juste une application de l'intensité et de ton volume d'entraînement que ton athlète a besoin pour progresser, tu vois. Je suis en mode, moi, généralement, mon athlète ne va pas répondre à un format, c'est juste potentiellement où il est trop fatigué et de par une mauvaise gestion de ces différentes variables, ou à l'inverse, il n'est pas assez stimulé, mais c'est pas le format qui fonctionne pas, c'est la manière dont mon microcycle est orienté qui fait que ça ne fonctionne pas. En fait, ça, c'est toujours un truc que j'ai pas compris. Encore une fois, c'est peut-être nous qui sommes bêtes, hein, et peut-être que c'est justement pour ça qu'on le fait pas, parce qu'on le maîtrise pas. Mais je suis en mode, je ne comprends pas l'intérêt de se dire mon format ne va plus répondre. C'est peut-être juste que tu as exploité ton format, tu vois, c'est fin de la question, tu vois. Après, qu'il y ait des mecs qui ne soient pas faits pour certains formats, moi mais c'est pas par rapport à ça. Tu as des mecs qui ne vont pas, ou lesquels une méthode de faire ne va pas fonctionner, tu vois. Ça, c'est normal, tu vois, tout le monde est comme ça. Mais me dire, ok, un truc qui fonctionnait jusqu'à maintenant, miraculeusement, ça ne va plus marcher, des fois ça arrive, mais c'est pas ça répond plus. Généralement, c'est juste le mec, sa dynamique a été épuisée pour X raisons, et si tu l'as prévu, juste tu as fait un test avant, ou j'étais sur des x5, je passe en x4 et je relance une dynamique. Après, encore une fois, c'est plus répondre, ça veut dire quoi, tu vois? Parce que plus répondre, c'est est-ce que tu n'arrives plus à incrémenter dessus, ou alors ça vient plus driver là-dessus. Parce que tu craches sur ton primaire, tu vois, par exemple. Ouais, voilà, mais à ce moment-là, est-ce que c'est réellement une problématique de mon format? Non, c'est comment ça a été amené et pourquoi, en fait, tu vois. C'est en mode une fois dans ta vie, tu pousses des x5, t'as plus jamais le droit de faire des x5. C'est mort. La carte x5 est éliminée. Je ferai que des x4 ou des x5. On va se prendre des balles de plein de gens, je sens là. Non, mais c'est vrai que dit comme ça, c'est plus. Mais par contre, moi, je reste assez persuadé qu'au bout d'un moment, tu vois, ça fait du bien de changer aussi. Ah, ça, c'est certain. À un moment, tes adaptations, il faut aussi faut choquer le muscle, tu vois. Un format, moi, en grand général, je le garde entre 2 et 4 mois, tu vois, pas plus. Si j'ai un x5, je vais pas me dire, ok, le x5, je vais l'exploiter sur un an, sinon ça veut juste dire que je démarre ou trop bas, ou que le truc, au moment où je vais le pousser, ça va plus fonctionner, tu vois. Si je vois que mon x5 en straight set, il fonctionne plus, je vais ou le scinder en ramp-up, scinder en top set back-off, ou le passer en x4, tu vois, j'en sais rien. Il y a plein de manières de faire, mais il n'y a pas, pour moi, en fait, c'est le truc de « Oh, tu n'y réponds ». C'est quoi, t'as pas payé ton forfait téléphone? Je pense que ça fonctionne aussi. Je pense que ça peut arriver aussi un peu plus quand tu programmes peut-être au RPE, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Parce que du coup, tu peux pas driver forcément la charge absolue. Ouais, c'est ça que. Du coup, si tu répètes, je sais pas, 3 blocs de suite, tu as des x4 ou des x3, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment. La progression est atteinte, tu vois. Le 6, 7, 8, 9, tu peux peut-être progresser sur un format 6, 7, 8, 9 pendant 2-3 blocs, tu vois. Mais potentiellement, quand tu vas faire 3 blocs de suite x3 RPE 9, tu vois, peut-être qu'effectivement, au bout d'un moment, le 4e bloc, tu vas faire x3 RPE 9, tu vas finir 10 en dessous de ce que tu as fait le bloc d'avant. C'est pas que tu réponds pas, c'est juste qu'il y a une mauvaise gestion de l'intensité sur les différents blocs que tu as eu. Et à ce moment-là, oui. Est-ce que tu as une mauvaise. Je sais pas si c'est une mauvaise gestion, c'est juste que. Tu as essayé de pousser le truc au-delà de ce que tu étais capable. Mais du coup, oui, c'est une mauvaise gestion parce que tu aurais dû baisser le truc quand tu as vu que le bloc dernier, le mec a fini RPE 10, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que. Enfin, ça veut pas dire que parce que ton athlète à un moment crash, je veux dire, on a tous fait des athlètes où ils ont fait des blocs merdiques ou des semaines merdiques. On l'a tous fait, tu vois. Des athlètes qui ont fait des compétitions merdiques alors que leur prépa était zinzin. Inversement, des athlètes qui ont fait des prépas de merde et des compétitions de zinzin. C'est pas parce que tu fais une programmation qui, des fois, ne va pas fonctionner, ça veut dire que tu es un mauvais coach. Ça veut juste dire que y a plein de choses qui peuvent venir faire ça et que moi, j'ai des athlètes. Je m'attendais à ce qu'ils explosent sur un bloc. Le mec, au final, ça a été tout l'inverse et ça a fait prout, tu vois. Ça n'a pas fonctionné. Des choses qui arrivent, tu vois. Oui, non, je suis d'accord. Donc voilà. Je suis d'accord. J'en ai un petit dernier, si vous voulez. Allez. Moi, j'ai commencé le coaching. Je m'attendais à avoir des athlètes qui étaient aussi investis que moi. Je calquais ma pratique
à ce que j'attendais de quelqu'un, tu vois. Mhm. Au départ, j'avais énormément de mal à m'adapter, tu vois, aux gens qui étaient moins compétiteurs, qui étaient moins, tu vois, la FA, un peu, pas la FA loisir, parce qu'au final, personne fait vraiment de FA loisir, mais j'avais du mal à m'adapter aux gens où j'avais l'impression qu'ils pouvaient en faire beaucoup plus, tu vois, mais qui n'avaient pas nécessairement envie de le faire, tu vois. Non, mais tu pourrais faire 14 séries dans la semaine. Ouais, mais j'ai pas envie. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Et j'étais là en mode, c'est une folie. Genre, des fois, j'avais l'impression de demander un truc qui était de Bon, l'ordre du B à bas pour moi. Ouais. Et j'avais l'impression que pour certaines personnes, c'était hors du commun, tu vois. Et ça, vraiment, j'ai mis du temps à déjà l'accepter, tu vois. Et moi, ça, c'est sur les facteurs externes, surtout. Tu vois. Ouais. En mode, ne serait-ce que dormir, manger. Moi, enfin, surtout manger, en fait. Ouais, ça, c'est une Bon, folie. je pense que ça se voit, tu vois. J'ai pas de problème avec la nourriture, tu vois, mais je suis en mode, des fois, j'en ai, ils me disent, ouais, j'ai pas mangé assez, j'ai pas. Mais en fait, des mecs n'ont pas de TCA, tu vois, et je suis en mode, comment on peut ne pas manger assez ou ne Non, pas avoir après, faim, tu non, c'est surtout les trucs quand c'est répétitif, tu sais. vois. Ouais, Limite, on l'a tous fait, tu vois. T'as une journée non, où mais je te parle t'es pas en une vadrouille à fois, droite à c'est. gauche, tu vois, tu manges un sandwich par-ci, un sandwich par-là, t'arrives le soir à ta séance, t'as une loque, tu vois. Mais c'est Ouais, des trucs, oui, quand les trucs se répètent, tu vois, genre j'ai mal dormi, mais genre 3 fois par semaine, tu tu vois. mets rien en place. Et je suis là en mode, mais tu dors mal toutes les semaines, genre, ou tu ne manges pas toutes les semaines, ou tu oublies de boire tous les jours, tu vois. Mais tu fais le constat tout le temps, tout le temps. C'est plus ce truc-là, tu vois. C'est surtout l'incroyable capacité de certaines personnes à faire des constats, mais tout le temps. Bah, après, vas-y, quote ça, ce sera un réel. Non, mais ça, c'est le problème, c'est que moi, en fait, à un moment, je veux dire, je suis pas son père, tu vois. Je veux dire, le mec me paye pour l'accompagner et le rendre le plus fort possible et pour finir le meilleur service possible. Si le mec, je lui dis 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, je dirais à un moment, il va me dire, bon, mauvaise séance, je vais dire, bon, bah, c'est comme d'habitude, hein, t'as pas bu, t'as pas mangé, tu veux que je te dise quoi? Il y a des fois, je me suis retrouvé à dire ça, tu vois, je suis en mode, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait 6 fois que je te dis de manger, 6 fois que je te dis de boire, t'as pas dormi, ou alors tu t'es mis une caisse la veille, ou alors tu t'es couché à 3 heures du matin, t'es allé t'entraîner à 8 heures du mat. En fait, tu veux que je fasse quoi, en fait? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu t'attends à ce que je te donne une raison qui ne serait pas de ta faute? Tu vois. Bon, des fois, c'est pas de la faute du mec, tu vois, je dis pas ça. Et je veux dire, si c'est quelque chose qui se réplique plusieurs fois, et que le mec, tu lui as déjà dit plein de fois, et que tu lui as même donné des solutions, que tu as mis des choses en place pour lui, etc., mais que ça ne change pas, je suis en mode, à un moment, je suis pas ton père, tu vois. En fait, c'est ça le problème, c'est surtout que quand tu leur amènes des solutions et que soit la solution leur convient pas, mais ils sont pas prêts à eux-mêmes chercher autre chose, tu vois. Mm. Et ça, moi, c'est ça qui me choque le plus. Tu sais, c'est des gens qui viennent se plaindre de pas avoir forcément, enfin, d'avoir l'impression de ne pas avoir genre retour sur leur investissement, tu vois. En mode, je fais ça, putain, je comprends pas. Et quand tu leur apportes des clés, tu pourrais faire ça mieux ou différemment, ils sont en mode, ouais, non, je sais pas. Ouais, non, peut-être Et pas. surtout que j'apporte généralement, moi, pas une seule solution, tu vois. Ah J'essaie oui, de bah oui, donner clairement, ouais, ouais. 3 solutions différentes, de la plus facile à mettre en place jusqu'à la plus complète. Et bah, ça avance pas. Donc, je suis en mode, bon, bah. Et vraiment, des fois, ils me disent, bon, la séance est mal passée. Je suis en mode, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, en fait? Tu veux que je te dise quoi, en fait? Je veux dire, Le je pire, fais mon c'est travail, tu mets pas les choses en place de ton côté, je ne peux rien faire, tu vois. J'aurais beau adapter de toutes les manières possibles ton entraînement, il ne se passera rien, en fait. Tu vois. Je veux dire, tu vois. t'as dit quoi? T'es pas magicien non plus en monde, tu vois. C'est déjà ce que j'ai dit, tu vois. Et tu vois, j'en parlais hier, on était à la salle avec Louis, tu vois, et je lui disais, mais des fois, c'est fou en plus, comme t'as des mecs, ils ne veulent, enfin, tu leur donnes un truc très simple, tu vois, tu leur dis, mais Imo, juste, je sais pas, tu t'hydrates pas ou tu manges pas assez, tu sais. Et les gars ne veulent pas entendre un truc aussi Non, non, simple. non, non, non. En mode, c'est foncièrement plus compliqué que ça, tu vois. Tu leur dis juste, tu bois 1 litre d'eau par jour, t'as des maux de tête pendant ta séance, logique, tu vois. Non, c'est forcément plus Je, compliqué que ça, tu vois. je donne l'exemple, même moi, je bois 4 litres d'eau par jour, tu vois. J'arrive à ma séance, je me sens déshydraté quand j'ai une séance trop longue. La dernière fois, c'est ce qui est arrivé sur ma séance où j'avais mon squat, tu vois. J'avais squat primaire, bench primaire. J'arrive à mon dernier back-off de squat. Ça fait que 3 séries, tu vois. Je veux dire, je sentais que je commençais à avoir mal au crâne et que je commençais à être un peu mou.
J'ai pris mes électrolytes, hop, 5 minutes après, tout allait mieux, tu vois. Genre vraiment, c'est d'un coup. Hein. Pourtant, je buvais pendant la séance. Je dis, mais en fait, je me dis des fois, putain, mais pourquoi les mecs ne pensent pas. Tu vois, tu leur dis, tu dis que ça fait vraiment une diff. Ouais. Surtout que c'est pas comme si tu demandais d'acheter un sac Louis Vuitton, tu vois. Ça coûte 5 euros un pot d'électrolytes qui va te durer un mois, tu vois. Et encore, tu vois, avant d'acheter des électrolytes, si le mec boit 1 litre d'eau par jour. Et déjà, juste boire déjà, toute la journée, tu vois. Déjà, Ouais, le mec met du sel ouais. met du sel dans ses plats, il a déjà ses électrolytes, tu vois. Si tu manges un minimum varié, tu vois. Enfin bon. Non, mais ouais. Bah, pour revenir à ce que tu as dit, Nathan, en fait, moi, le problème, c'était que surtout, j'avais du mal à m'adapter entre, tu sais, t'as un athlète qui arrive et qui est hyper motivé, mais que dans les mots, tu vois. Et que du coup, toi, tu mets tout en Ah ouais. place et t'attends de lui d'avoir une réponse, bah, genre un retour sur ce que tu fais à la même hauteur que ce que tu lui donnes, tu vois. Mais le mec, c'était que par la parole, tu vois. Et moi, j'en ai eu pas mal où, bah, tu sais, ça te parle d'être le mec le plus investi et tout, donc tu t'adaptes en fonction et au final, tu te rends vite compte que. Bah, en fait, ça va pas plus loin que juste le maître te le dit, mais quand il faut mettre les choses en place, il n'y a plus personne, quoi. Moi, c'était surtout ça le problème que j'avais, c'était de me détacher de ça, de me dire, OK, bah lui, tu vois, au bout de 2 semaines, tu peux vite te rendre compte qu'il n'est pas prêt à faire ce qu'il faut, ou du moins, il se rend pas compte de ce qu'il faut faire pour arriver à ce qu'il te demande, tu vois. C'est les gens que je coach le peu que je coach en remise en forme ou en perte de poids. Ouais. Et c'est triste à dire, mais d'autant plus les femmes. Euh, Pourquoi tu rigoles, Nathan? C'est la vérité, c'est quelque chose que j'ai remarqué, tu vois. Où je suis en mode, tu leur demandes des trucs très basiques et, euh, et tu mets tout en place pour leur faciliter le truc. Et t'as l'impression que c'est des efforts Genre, universels. t'as pas résolu l'équation du feed game, quoi, du coup. C'est ça, j'ai parlé, mais c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Et je suis en mode, putain, mais j'ai pas de solution à t'apporter de plus que tout ce que je t'ai déjà apporté. Ouais. Et je ne peux pas faire le truc à ta place. Je peux pas manger à ta place, me déplacer à ta place, m'entraîner à ta place, etc., etc. Tu vois, je veux Tu sais dire. que des fois, je suis à 2 doigts de prendre un billet de train et d'aller m'entraîner avec le mec et de lui dire, mais c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Genre, Ouais. vraiment, tu me dis que tu peux pas le faire, je te jure que tu es capable de le faire, tu vois. Le average personne que je coach en muscu, et Dieu sait qu'il y en a peu, mais c'est suffisant pour me trauma. C'est non, mais Nathan, tu penses que je suis capable de mettre plus, mais moi, je suis certain que c'est pas possible. Et tu sais, dans la prog, je leur mets. J'arrive avec mon bloc 17. Mais c'est exactement ce que je dis. Et là, il y a cette daronne sur le bord d'un fossé. Si tu ne soulèves pas tant, elle est jetée du fossé. Est-ce que tu vas soulever le poids? Bah, je pense. Bah, pourquoi tu le fais pas alors? C'est aussi simple que ça. Et ça me trigger. Et tu sais, je trouve des moyens de faire en sorte que ils fassent ce que je dis via la programmation, via tout ce que je fais. Et ils arrivent à faire le contraire, tu vois. Et je suis en mode putain, mais oh, ça me tend, tu vois. Tu sais, tu ouvres le retour, je suis là, je suis tendu. Je retarde le retour au plus possible parce que je suis en mode, Nathan, calme-toi. Ça va bien se passer. Et ça se passe bien, tu vois, mais. Toi, tu ouvres le retour, tu le refermes, marqué comme un nu. Oh là là. Le matin. Tu te poses même la question de est-ce que je continue à faire des retours là ou je fais autre chose, je reviendrai plus tard, tu vois. Quand ça t'arrive le matin à 6h, tu sais que la journée va être longue. Perso, je dors jusqu'à 7h15, donc ça m'arrive jamais à 6h, tu vois. Mais... Vraiment, on se sait, man. Je suis pas l'entrepreneur que vous pensez que je suis, c'est pour ça. Non, c'est fou, c'est drôle, c'est drôle. Ça parle de qui? Et en vrai, on aime nos athlètes, à part ça. Ah oui. Je suis sûr de savoir. De De quoi? qui ça parle? Ouais. Ça dépend des semaines. Non, mais ça dépend. Non, mais ça On en arrive. a parlé la dernière fois dans le groupe, non? Non, mais ça arrive tout. Ouais, on a déjà en parlé. Ouais, bah allez, ça arrive. Non, mais ça arrive avec n'importe qui. Mais tu ça vois. arrive. Il y a vraiment, je peux te citer les 3 quarts de mes athlètes à qui ça n'est jamais arrivé. À qui, Oui. En fait, ça arrive aux mêmes personnes, mais c'est pas tout le temps, tu vois. Genre, c'est par période. les périodes, pendant 2 semaines, t'es le roi du monde, 2 semaines, t'es en dépression parce que t'as envie de te suicider. Des hors-prog ou des choix de barres débiles, ça arrive à. Qui c'est qui est hors-prog? Ah, c'est bon, je sais. Toi, déjà, connard. Je suis pas hors-prog, moi. Bah, si, bah. Je suis pas autorisé hors-prog.
Oui, bah, de toute façon, même quand je t'autorise pas, Ah, c'est bon. Tu planifies des repas. le retour qui commence très souvent par bon, j'avais ça de marqué, mais j'avais la flemme, donc j'ai arrondi à 7,5 au-dessus. C'est bizarre parce que quand il y a une charge avec 2,5 à charger, c'est jamais arrondi en dessous, c'est toujours arrondi au-dessus, tu vois. Et 7,5 dessus, tu vois. C'est peut-être justement pour ça que je suis extrêmement fort et extrêmement balèze sur. Des grands 207 arrondis à 220, des trucs comme ça, tu sais, genre. Putain, c'est vrai, c'était mon terre de la semaine dernière, ça. Enfin, de la semaine d'avant. Mais en légende. Et après, tu me dis, bon, attends, t'as bien fait de mettre 220, franchement, c'est super bien passé. Non, bah oui. Voilà. Mais des fois, ça se passe un peu moins bien. Tu vois des arrondis de zinzin et tu as envie de pleurer, tu refermes le téléphone. Tu vois. Ça va. Truc arrondi hyper drôle qui est arrivé, c'était quand j'étais coaché par Strength Strategy. C'était Dominique Tyrell, tu vois, Ouais. il avait arrondi Inter à 2,70, il l'avait arrondi à 300. SO Ilyes, à qui j'ai mis un RPE 4 sur son squat avec un intervalle de charge. Je lui dis bon, je te laisse un peu plus de liberté pour que, en fonction de ton niveau de forme, tu te sentes bien. C'est la story de jour où je pense story average week 2, je suis en mode mais je t'ai mis un RPE cap, RPE 7. Ah, celle-là, oh putain. Et je suis en mode, il me dit non mais t'inquiète, c'est average week 2, tu vois. Je lui dis mais tu sais que justement je t'ai mis un RPE cap pour éviter que ça arrive en fait. T'es combien le RPE cap? 7. Oh. Et les... Non, après, mais il va pas crash. je suis jamais bon en week 2, je suis jamais bon en week 3. Qui justifie des overshoots. On va en parler. Hein. Je vais en parler. Surtout que justement, j'ai mis ça en place pour éviter ça, tu vois. Mais au final, ça ne fonctionne pas. Voilà. Non, mais il a probablement juste mis ce groove en vrai. Je pense. Il l'a ressentait probablement. Non, il m'a dit pas dit ça. Il m'a dit, j'ai envoyé un message, il m'a dit, non mais ça c'est la faute à Cyberpunk. J'ai joué jusqu'à 6h du matin. Oh bah. Ah bah ça va. C'est la faute à Cyberpunk. C'est la faute à Cyberpunk. Enfin bref, bon, je pense qu'on a... Bon, on a bien fait le tour. On a bien fait le tour. Si vous avez des questions, encore une fois, par rapport à quoi que ce soit, ou des questions que vous aimeriez qu'on aborde sur les prochains podcasts avec les deux acolytes ici même, n'hésitez pas. Vous envoyez ça ou en DM ou en commentaire du coup de ce podcast, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Maintenant, on peut faire des commentaires, je crois. N'hésitez pas également à vous abonner. Chaîne YouTube, chaîne Spotify, lâchez 5 étoiles et un like. Voilà, ce sont des influenceurs ici. Et troisième chose, et le plus important, si jamais vous avez des problématiques dans votre progression, que vous en avez marre de stagner ou d'être coaché par le coach d'un coach, n'hésitez pas à nous contacter. Non, plus sérieusement, juste ça pour rigoler, mais n'hésitez pas si vous stagnez, vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit. C'est entièrement gratuit. On fait un premier consulting avec chacun d'entre vous et on vous donne les clés avant, sans engagement. C'est gratuit, vous n'avez rien à faire et on vous donne quelques clés justement pour progresser, que ce soit au niveau technique ou programmation. Et au-delà de ça, si jamais vous êtes des coachs et que vous voulez vous développer, tout simplement, que ce soit votre activité ou juste devenir d'excellents coachs, les meilleurs coachs, je vous invite à vous abonner à la page The Strength Method, donc l'une des meilleures formations du marché. Voilà.